Vous savez, on entend souvent parler de ça. Anna, par exemple, qui attendait une sortie depuis longtemps. Et puis, paf, elle se réveille impossible de bouger. Une douleur affreuse dans la tempe, la lumière, c'est juste insupportable, journée fichue. Ou alors Sophia, qui doit planter une présentation super importante au boulot, obligée de rester au lit dans le noir complet. Mais ces situations, malheureusement, c'est un peu le quotidien pour plein de gens qui vivent avec la migraine. Alors aujourd'hui, on va essayer de regarder ça de plus près. Et soyons clairs tout de suite, c'est pas juste un gros mal de tête. Non, c'est bien plus compliqué. Une vraie condition neurologique qui pèse lourd sur la vie. Et ça touche beaucoup de monde. Surtout les femmes, d'ailleurs. Peut-être comme Anna ou Monique, là. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, simplement. Et surtout, de parler d'un outil qui peut vraiment aider au jour le jour. Le calendrier de suivi des migraines. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des infos médicales sérieuses pour comprendre ce phénomène et pourquoi c'est si important de suivre ça attentivement. Alors, la base de la base, c'est quoi exactement une migraine par rapport à un mal de tête plus classique? Oui, c'est vraiment la question de départ. La migraine, c'est une maladie neurologique, une vraie maladie, avec ses caractéristiques propres. Ça donne des maux de tête à répétition, des céphalées, comme on dit médicalement. Mais attention, tous les maux de tête ne sont pas des migraines. Il faut bien la différencier de la céphalée de tension. Ça, c'est le mal de tête le plus courant. Ah oui, la céphalée de tension, c'est quand on a l'impression d'avoir la tête prise dans un étau, c'est ça? Un peu partout. C'est tout à fait ça. Une sensation de pression, de serrement, souvent des deux côtés, en casque. L'intensité, elle est plutôt légère à modérée. Et surtout, ça n'empire pas vraiment quand on bouge, quand on fait un petit effort, comme marcher ou monter un escalier. La migraine, là, c'est différent. La douleur, déjà, elle est souvent d'un seul côté de la tête. Bon, elle peut être des deux côtés aussi, mais c'est typiquement unilatéral. Et elle est pulsatile. Ça veut dire qu'on sent comme des pulsations, des battements dans la tête. Comme le cœur qui bat dans la tête. Exactement. L'intensité, elle va de modérée à sévère. C'est-à-dire que ça empêche vraiment de faire ces activités ou ça les gêne énormément. Et puis, il y a un critère très important, l'effort physique. Même un truc simple comme monter des marches, ça aggrave la douleur. Et une crise de migraine, si on ne la traite pas efficacement, ça peut durer de 4 heures jusqu'à 72 heures, 3 jours. 3 jours. Ah oui, c'est énorme. Ça explique vraiment pourquoi ça peut gâcher la vie d'Anna ou de Sophia. Mais alors, pourquoi certaines personnes ont des migraines et d'autres pas du tout? C'est une question de famille, d'hérédité? Oui, tout à fait. Il y a une part génétique importante, une prédisposition. C'est très fréquent de retrouver plusieurs cas dans la même famille. En fait, la migraine, c'est le résultat d'une interaction complexe entre cette vulnérabilité génétique et puis des facteurs liés à l'environnement, au mode de vie. Pour simplifier, on peut dire que le cerveau des personnes migraineuses a une sorte d'hyper-excitabilité. Il réagit de manière un peu excessive à certains stimuli. Pendant une crise, il y a toute une cascade d'événements qui s'enclenchent. Ça commence par l'activation de certaines zones spécifiques du cerveau, puis ça entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins autour du cerveau, dans les méninges, et une inflammation locale. C'est ce qu'on appelle un phénomène neurovasculaire. Nerfs et vaisseaux sont impliqués. Il y a aussi des substances chimiques qui sont libérées, comme le CGRP, une petite protéine, qui joue un rôle clé dans la douleur, dans sa transmission et son intensité. D'accord. Ce mécanisme neurovasculaire, est-ce qu'il se passe toujours pareil chez tout le monde ou est-ce que l'expérience de la migraine, elle peut être très différente d'une personne à l'autre? Ah non, l'expérience est très très variable. D'ailleurs, la forme la plus fréquente, c'est la migraine sans aura. Ça concerne la majorité des personnes migraineuses. Les symptômes principaux, c'est ceux qu'on a décrits, la douleur pulsatile, souvent d'un côté, modérée à sévère, qui s'aggrave à l'effort. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. Très souvent, il y a aussi des nausées, parfois même ça va jusqu'au vomissement, et puis quasi systématiquement, il y a une hypersensibilité. À la lumière, ça c'est la photophobie, et au bruit, la phonophobie. C'est pour ça que les gens ont besoin de s'isoler dans le noir et le calme. Oui, ça c'est très caractéristique. Il y a aussi souvent une sensibilité aux odeurs, l'osmophobie. Ça, c'est assez spécifique de la migraine. Et puis, on peut avoir d'autres signes, une pâleur, une grosse fatigue, des bâillements à répétition, du mal à se concentrer, parfois même des sensations de vertige. Vous avez bien dit migraine sans aura, donc ça veut dire qu'il y en a avec aura. On entend parfois ce terme de migraine ophtalmique, ou des gens qui décrivent des choses bizarres, des trucs visuels avant que le mal de tête n'arrive. C'est quoi exactement cette aura?
Oui, exactement. Environ 25 à 30 des personnes migraineuses ont ce qu'on appelle une aura. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des symptômes neurologiques, mais attention, ils sont complètement transitoires et réversibles. Ils ne durent pas. Le plus souvent, ils arrivent avant le mal de tête, mais ils peuvent aussi apparaître pendant la céphalée ou juste après. Une aura typique, ça dure entre 5 minutes et 1 heure, en général. D'accord. Et ça ressemble à quoi concrètement? C'est quoi les signes d'une aura? Alors, les signes les plus fréquents, et de loin, ce sont les signes visuels. Plus de 90% des auras sont visuels. C'est les fameux points brillants, des flashs, des lignes en zigzag qui scintillent, qui font penser à des remparts de châteaux forts. On parle parfois de spectres de fortification. Ça peut aussi être des taches aveugles dans la vision, ce qu'on appelle des scotomes, ou une vision qui devient floue, déformée. C'est souvent ça que les gens appellent migraine ophtalmique en fait. Mais il n'y a pas que le visuel, il peut y avoir des troubles sensitifs, des fourmillements, des picotements, un engourdissement qui commence souvent dans une main puis qui remonte le long du bras, parfois jusqu'au visage, et c'est typiquement d'un seul côté du corps. Plus rarement, ça peut toucher le langage, des difficultés à trouver ses mots, à parler correctement. On parle de troubles aphasiques. C'est assez spectaculaire comme symptôme quand même. Mais est-ce que ça veut dire que si on n'a pas ces trucs visuels ou ces fourmillements, c'est pas une vraie migraine? Est-ce qu'il faut absolument avoir une aura? Ah non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment important de le dire et de le répéter. La migraine sans aura est beaucoup, beaucoup plus fréquente. Ne pas avoir d'aura, ça ne veut absolument pas dire que la migraine est moins forte ou moins vraie. Une chose importante aussi avec l'aura, les symptômes s'installent progressivement, sur plusieurs minutes. Ils ne débarquent pas d'un coup brutalement. Et souvent, ils se suivent. D'abord les signes visuels, puis les fourmillements, par exemple. Cette installation progressive, c'est d'ailleurs ce qui aide à la distinguer d'un problème plus grave, comme un AVC, où les symptômes sont souvent très soudains. Et il existe même ce qu'on appelle la migraine silencieuse ou aura sans migraine. La personne a bien les symptômes de l'aura, mais le mal de tête typique ne suit pas derrière. Bon, et puis il y a des formes encore plus rares, comme la migraine hémiplégique, mais là on sort un peu du cadre général. Ok, ok, c'est plus clair comme ça. Maintenant, un sujet qui tracasse beaucoup de patients, les déclencheurs. Monique, là, elle est sûre et certaine que le moindre carré de chocolat ou un petit coup de stress, et hop, c'est la crise assurée. C'est vraiment comme ça pour tout le monde? Alors, oui, les facteurs déclenchants, ça existe, c'est certain. Mais c'est là que ça devient hyper personnel, vraiment. Ce qui va déclencher une crise chez Anna n'aura peut-être strictement aucun effet sur Sophia ou sur Monique. La sensibilité est extrêmement variable d'une personne à l'autre. La liste des suspects est longue, en fait. Quels sont ceux qui reviennent le plus souvent? On peut peut-être essayer de les classer un peu? Oui. On peut regrouper ça en grandes catégories. D'abord, tout ce qui est alimentation et substances. L'alcool, c'est un grand classique. Surtout le vin, blanc ou rouge, ça dépend des gens. Le chocolat est souvent cité, oui. La caféine. Ah, la caféine, c'est compliqué. Ça peut déclencher chez certains, mais ça peut aussi aider à petite dose. Ou alors, le manque brutal de caféine chez quelqu'un qui en boit beaucoup peut déclencher une crise. Le tabac aussi. Certaines charcuteries, à cause des nitrites. Le fait de sauter un repas, l'hypoglycémie. Ou au contraire, un repas trop copieux, trop riche. Ça, c'est pour l'alimentation. Ensuite, il y a tout ce qui touche au rythme de vie et au stress. Le stress, une contrariété, une grosse émotion, bien sûr, mais aussi, et c'est un peu contre-intuitif, la période de relâchement après le stress. C'est la fameuse migraine du week-end. On tient toute la semaine et paf, le samedi matin. Le manque de sommeil, c'est un déclencheur très fréquent, mais l'excès de sommeil aussi. La grasse matinée qui tourne mal, ça arrive souvent. Ah oui, la migraine du week-end, je vois bien. Il y a aussi les facteurs sensoriels. Une lumière trop forte qui clignote, des bruits intenses, certaines odeurs fortes, les parfums, les produits ménagers. Chez les femmes, les hormones jouent un rôle énorme. C'est lié aux œstrogènes. Les migraines cataméniales, ce sont celles qui arrivent juste avant ou pendant les règles. Ça, c'est très fréquent. La grossesse, souvent, ça améliore les choses, surtout après le premier trimestre. Mais parfois, il y a une aggravation après l'accouchement. La ménopause, ça peut changer la donne aussi. Et la pilule, certains contraceptifs hormonaux, peuvent influencer les migraines, dans un sens ou dans l'autre. Après, il y a l'environnement, les changements de temps, la chute de la pression atmosphérique, et puis la fatigue générale, un effort physique intense et inhabituel, parfois une douleur au niveau du cou, ou même un petit choc à la tête. Waouh, la liste est impressionnante. Ça peut faire un peu peur. On a l'impression qu'il faut se méfier de tout.
Est-ce qu'il faut vivre dans la crainte et tout éviter, alors? Non, justement. C'est là qu'il faut vraiment être prudent et nuancé. Le piège, ce serait de se lancer dans une chasse aux sorcières obsessionnelles et de se restreindre pour tout et rien, de rendre sa vie hyper anxiogène. Pourquoi? Parce que parfois, ce qu'on croit est un déclencheur, par exemple une envie soudaine de chocolat, ou une sensibilité plus forte à la lumière ou aux odeurs juste avant la crise, eh bien en fait, c'est déjà un symptôme précurseur de la migraine. Ça fait partie de la phase qu'on appelle prodromique, qui annonce la crise. Donc on risque de s'interdire des choses pour rien. Il faut observer attentivement, oui, mais sans sauter aux conclusions. Cela dit, pour certains facteurs, comme l'alcool ou le lien avec les règles, c'est souvent plus facile à identifier pour la personne concernée. D'accord, cette idée d'observation attentive et personnalisée, ça nous ramène directement à l'outil dont on parlait au début. Pour pouvoir repérer ces liens, voir comment ça évolue, comment les traitements fonctionnent, il faut un suivi précis. Et c'est là que le fameux calendrier de migraine entre en jeu, j'imagine. Exactement. Le calendrier de migraine ou le journal de bord de la migraine, peu importe comment on l'appelle, c'est un outil fondamental. Vraiment. Son importance est capitale, autant pour la personne qui souffre que pour le médecin qui essaye de l'aider. Et pourtant, vous le disiez, c'est souvent difficile pour les patients, pour Sophia ou Monique par exemple, de leur remplir régulièrement. Même si on leur donne un modèle bien fait, comme celui sur 3 mois de la Société canadienne. On insiste beaucoup là-dessus en consultation. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si crucial de tenir ce calendrier? Qu'est-ce qu'on en retire concrètement? Si on insiste autant, c'est parce que les bénéfices sont vraiment énormes et très concrets. D'abord, c'est essentiel pour poser un diagnostic précis et pour suivre l'évolution. Le calendrier, ça permet de voir la fréquence réelle des crises, noir sur blanc. Est-ce qu'on est face à une migraine épisodique, c'est-à-dire moins de 15 jours de maux de tête par mois, ou est-ce que c'est devenu chronique, 15 jours ou plus? Ça change tout pour le traitement. Deuxièmement, ça permet d'évaluer l'efficacité des traitements qu'on prend pour la crise. Est-ce que le médicament a marché? Oui, non, complètement, juste un peu. Au bout de combien de temps? Est-ce qu'il a fallu en reprendre un deuxième? Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires désagréables? Toutes ces infos, elles sont indispensables pour savoir si on est sur la bonne voie ou s'il faut ajuster le tir. Troisièmement, et ça rejoint ce qu'on disait sur du déclencheur, c'est le meilleur moyen d'identifier ce propre déclencheur, ce qui nous concerne nous, personnellement. En notant à chaque fois ce qui s'est passé avant, on peut voir des schémas apparaître. Est-ce que la crise arrive toujours après une mauvaise nuit pour Anna ou systématiquement juste avant les règles pour Monique? D'accord. Diagnostic, efficacité traitement, déclencheur. Oui, et ce n'est pas tout. Quatrièmement, le calendrier aide à mesurer l'impact réel, le handicap. Combien de jours de travail manqués? Combien de journées où on a fonctionné au ralenti? Ça permet de rendre les choses objectives et de mieux communiquer la sévérité du problème au médecin, mais aussi à l'entourage, à la famille, parfois même à l'employeur. Et enfin, un point hyper important, ça permet de surveiller sa consommation de médicaments de crise. Et ça, c'est crucial, pour éviter un piège terrible, l'abus médicamenteux. Si on prend ces médicaments antidouleurs ou ces triptans trop souvent, en gros plus de 10 à 15 jours par mois selon le type de médicament, on risque paradoxalement de déclencher encore plus de maux de tête. Le médicament lui-même finit par entretenir le problème. C'est ce qu'on appelle la céphalée par abus médicamenteux. Le calendrier, c'est le garde-fou pour ne pas tomber là-dedans. Je me souviens d'un patient, grâce à son calendrier, il s'est rendu compte que ses migraines du week-end n'étaient pas liées au stress de la semaine, mais bien au relâchement brutal du samedi matin. Identifier ça, cette migraine de décompression, ça a tout changé pour sa prévention. Ok, je comprends mieux pourquoi c'est si important. Alors concrètement, comment on fait? Comment on remplit ce calendrier pour qu'il soit vraiment utile? Si on prend celui sur 3 mois, par exemple, c'est quoi les infos clés qu'il faut noter à chaque fois qu'une crise pointe le bout de son nez? Alors la clé, c'est d'être simple et régulier. Pour chaque épisode de mal de tête, l'idéal, c'est de noter la date et l'heure du début, et si possible, l'heure de fin aussi. L'intensité de la douleur. Là, une échelle simple de 1 à 3, c'est très pratique. Niveau 1, légère. La douleur est là, elle est gênante, mais bon, on peut continuer plus ou moins ses activités. Niveau 2, modéré. Là, la douleur commence à vraiment gêner. Elle perturbe les activités, on a du mal à se concentrer, on préférerait arrêter ce qu'on fait. Niveau 3, sévère ou très sévère. Là, c'est la grosse crise. La douleur est intense, parfois insupportable, impossible de continuer quoi que ce soit. On a juste envie de s'isoler, de s'allonger, souvent dans le noir et le silence. C'est ce niveau 3 qui correspond souvent à l'aggravation par le moindre effort. 1, 2, 3. Léger, modéré, sévère.
Simple et clair. Oui. Ensuite, notez les symptômes qui accompagnent le tête-douleur. Est-ce qu'il y a eu des nausées, des Euh. vomissements, une sensibilité à la lumière, au bruit, aux odeurs? Oui, non, ça suffit. Est-ce qu'il y a eu une aura avant la douleur? Si oui, juste notez le type, visuel, sensitif, pas besoin de décrire en détail. Après, les médicaments pris, le nom, la dose, l'heure à laquelle on l'a pris. Et surtout, notez l'efficacité. Est-ce que ça a soulagé complètement? Juste un peu? Pas du tout? Au bout de combien de temps? Est-ce qu'il a fallu reprendre une dose? On peut aussi ajouter une petite note sur les facteurs déclenchants qu'on suspecte pour cette crise-là. Manque de sommeil la veille, gros stress, début des règles. Et enfin, l'impact sur les activités. Est-ce que la crise a empêché d'aller travailler, d'étudier? Est-ce qu'elle a gâché une sortie prévue? D'accord. Date, heure, intensité 1-3, symptômes, aura oui-non, médicaments et efficacité, déclencheur suspecté, impact. C'est ça. Il existe des versions papier très bien faites, comme ce fameux calendrier canadien. Mais il y a aussi plein d'applications sur smartphone maintenant, qui peuvent faciliter le suivi au jour le jour. Franchement, peu importe l'outil, papier ou appli, l'important c'est de trouver celui qui nous convient le mieux et d'essayer d'être le plus régulier possible. C'est ça la vraie clé. C'est vrai que ça demande un petit effort, une discipline, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude. Mais peut-être qu'il faut voir ça autrement, hein. Pas comme une corvette plus, mais plutôt comme un investissement pour soi. C'est un peu comme si on donnait au médecin une carte détaillée de notre propre territoire migraineux. Sans ça, on navigue un peu à l'aveugle, et c'est frustrant pour tout le monde, pour le patient comme pour le médecin. C'est un travail d'équipe, en quelque sorte. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, la migraine, c'est clair, c'est pas juste un mal de tête banal. C'est une vraie maladie neurologique avec des mécanismes bien spécifiques et complexes. Elle peut prendre différentes formes, avec ou sans aura, et l'aura, on l'a dit, c'est pas du tout obligatoire. Et les déclencheurs, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Et sa migraine au quotidien, et surtout, pour avoir un dialogue vraiment constructif avec son médecin, il y a cet outil, simple mais super puissant, le calendrier de migraine. Pour Anna, pour Monique, pour Sophia, et pour toutes les personnes qui vivent avec ça, c'est sans doute le premier pas concret, actif, pour reprendre un peu le contrôle. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Et si tenir ce calendrier, ce n'était pas juste une tâche pour faire plaisir au médecin? Si on voyait ça plutôt comme une chance d'apprendre à mieux se connaître soi-même, de comprendre comment notre propre corps réagit, ses signaux d'alerte, ses réponses face au stress, au rythme qu'on lui impose, à l'environnement. Tenir ce journal, finalement, c'est un acte d'observation de soi, un acte concret qui peut ouvrir la porte non seulement à un meilleur traitement médical, mais aussi à une meilleure autogestion, à une façon plus éclairée de vivre avec sa migraine. Et peut-être, qui sait, à une relation un peu plus apaisée avec cette condition. C'est reprendre une part de pouvoir, en fait. C'est une très belle façon de voir les choses et très constructive pour terminer. Merci d'avoir suivi cette discussion sur la migraine.